Vas-y, écrase-les, tant pis. Ces mots ont été prononcés hier par un policier demandant expressément à son collègue au volant d'un camion de rouler sur des journalistes venus rendre compte de la mobilisation de lycéens et lycéennes et professeurs contre le protocole sanitaire. Comme il est désormais coutume, aujourd'hui, sous ce gouvernement et cette majorité, les journalistes et manifestants et manifestantes ont été gazés et plusieurs faits de violences policières ont été rapportés. Malgré la violation des libertés d'information et de manifestation, certaines victimes ont au moins pu déposer plainte contre leur agresseur, identifiable grâce à des images rapportées par les médias. Si la proposition de loi étudiée aujourd'hui avait été en vigueur, les auteurs de ces violences n'auraient pu être identifiés et les personnes ayant filmé ces images auraient été poursuivies en justice. Il en aurait été de même pour les nombreuses plaintes déposées à l'Inspection générale de la police nationale pour les violences policières survenues lors des manifestations des Gilets jaunes contre la réforme des retraites, pour la justice et l'égalité, mais aussi les frasques du désormais célèbre garde du corps jupitérien Alexandre Benalla, dont le visage avait été reconnu grâce à des images filmées. La proposition de loi qui est soumise aujourd'hui à cette discussion s'ajoute ainsi à la désormais triste et longue liste des coups portés par ce gouvernement et cette majorité contre l'état de droit et les libertés fondamentales. Après la prolongation de la loi SIL que nous venons de discuter, il s'agit là, de notre point de vue, d'un texte qui vient draper l'autoritarisme macroniste d'un voile opaque pour masquer l'action du pouvoir et pour qu'il n'ait plus à rendre des comptes. Cette absence de transparence est d'ailleurs généralisée puisque le pays est, selon le porte-parole du gouvernement, dirigé par un conseil de défense, une sorte de gouvernement composé de militaires qui décident sans rendre compte à personne. Et lorsque le pouvoir n'a plus de responsabilité, il n'y a plus de démocratie. On voit comment cette stratégie aujourd'hui s'étend avec cohérence à l'ensemble des champs. D'une certaine manière, incapable de répondre à l'urgence sanitaire, sociale et économique, le gouvernement et sa majorité développent une stratégie sécuritaire et d'escalade sécuritaire que nous regrettons. Il n'y a pas non plus de démocratie sans séparation des pouvoirs. Or, il est évident que cette proposition de loi est dictée par le gouvernement qui s'est saisi de l'opportunité à la fois de l'actualité, mais aussi des travaux de nos collègues pour mettre en œuvre et intégrer les pires trouvailles liberticides de notre point de vue qui avaient été réfléchies et mis au placard pendant un certain temps à Place Beauvau. Nous considérons en effet que ce texte pose un certain nombre de problèmes. Nous nous opposons ainsi au développement de la sécurité privée qui est assumée et revendiquée dans ce texte, qui se fait au détriment de notre point de vue du service public. Nous nous opposons à la confusion qui existe et qui est entretenue et développée entre police nationale, sécurité privée et police municipale, ainsi qu'à l'extension de la délégation des prérogatives de la police judiciaire à cette dernière. Plutôt que de développer le recours à la sécurité privée en matière de paix publique, la priorité, selon nous, est de recruter, de mieux former des fonctionnaires. Nous sommes contre l'usage des drones sans finalité précise, la reconnaissance faciale et la transmission en direct d'images de manifestants, l'extension du port d'armes pour les policiers, policières et gendarmes, l'usage par les militaires de l'opération Sentinelle de leurs armes de guerre, rappelons-le, dans les mêmes conditions que des policiers et policières, et ainsi que l'ensemble des autres dispositions qui sont contenues dans ce texte. Nous alertons d'ailleurs sur ce dernier point, sur la confusion désormais entretenue entre les nécessaires tâches et importantes tâches de sécurité intérieure et le fait d'impliquer l'armée et les militaires comme si désormais la paix sociale devait se faire sur le terrain d'une guerre contre sa propre population. Enfin, de ce point de vue, il nous semble bien plus préférable d'instaurer un récépissé de contrôle d'identité pour éviter les situations de tension, à la fois qui posent problème en termes de droit à la sûreté pour les populations, mais aussi, de notre point de vue, qui met les fonctionnaires de police dans des situations difficiles.
Nous pensons que cet établissement qui est proposé par un certain nombre d'associations a donné des preuves de son efficacité pour apaiser les relations avec la population, mais aussi pour permettre un meilleur travail d'enquête pour les forces de police. Plus généralement, c'est, vous l'aurez compris, toute la doctrine et les priorités de l'action des forces de sécurité de ce gouvernement que nous opposons et auxquelles nous proposerons des alternatives en matière globale, mais aussi de mesures précises. Madame Obono. Merci Madame la Présidente. En fait, d'une certaine manière, le collègue Rupin a argumenté dans le sens contraire à l'article 4 qui crée une police municipale. En tout cas, une partie des arguments que nous avons contre la création de cette police municipale, parce que nous pensons qu'elle se rajoute à un certain nombre déjà de périmètres d'intervention qui sont pour l'essentiel, de notre point de vue, en ce qui concerne la nécessité d'assurer la sécurité publique, celle des fonctions de la police nationale et qui doivent le rester. Nous avons à Paris, pour des raisons évidentes, un nombre de policiers et policières conséquents qui est du même niveau d'ailleurs que des capitales comparables, voire plus nombreux. Je pense à Londres ou à Berlin, où nous sommes autour de 6-7 agents et agentes pour 1000 habitants et habitantes. Et par ailleurs, nous considérons qu'il s'agit en fait d'une forme de désengagement de l'État qui à la fois privatise, on en reparlera, mais aussi rend les collectivités territoriales responsables de charges qui devraient rester celles de l'État. Je voulais aussi rappeler que l'ensemble des tâches, en fait, que ce soit au niveau de la police nationale ou des polices municipales qui sont aujourd'hui dévolues aux agents, devraient être et pourraient être et doivent être, c'est ce que nous défendons, le fait d'autres agents de l'État ou personnel des collectivités, que ce soit des gardiens et gardiennes d'immeubles pour tout ce qui est assurer le vivre ensemble dans les quartiers, que ce soit des éducateurs de la prévention spécialisée. Bref, il n'y a de notre point de vue aucune raison de développer encore plus des fonctions policières, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus. Je pense, pour finir, notamment à la question des violences policières. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le 28 octobre dernier, l'État a de nouveau été condamné pour faute lourde concernant des violences qui se sont produites à Paris dans un commissariat du 12e. Voilà pourquoi je crois que c'est une fausse bonne idée et qu'il ne faut pas créer cette nouvelle police municipale à Paris. Madame Obono. Oui, nous sommes pas simplement pour un amendement d'appel, mais pour la suppression pure et simple de la sous-traitance. Et l'intervention du collègue Peu, en fait, devrait convaincre que là, ce qui est formulé, c'est une volonté d'encadrer les conditions de la sous-traitance, mais et ça a été dit, on avait déjà eu ces discussions sur le fait qu'il y a une volonté de développer la sécurité privée, de lui donner des prérogatives qui devraient être et doivent rester, de notre point de vue, celles d'une police nationale et du domaine du service public. Les tentatives d'encadrement ne servent d'abord, de mon point de vue, à rien, parce que consubstantiellement, le principe de la sous-traitance dans tous les secteurs, c'est de niveler par le bas, parce qu'il y a une concurrence et parce qu'on veut avoir des marchés, et donc on propose des conditions moindres de prix et de services. Et ça se traduit de fait par les conditions dans lesquelles les salariés se retrouvent. Et ce qui est déjà extrêmement problématique dans un certain nombre de secteurs, l'est d'autant plus sur le secteur de la sécurité, et surtout quand on veut donner à ces entreprises des fonctions qui devraient être celles de l'État et des responsabilités qui devraient rester celles de l'État. Et donc, de notre point de vue, il ne s'agit pas simplement de tenter d'encadrer la jungle, il faut mettre un terme à ces pratiques et redonner tous les moyens nécessaires à la police nationale pour assurer ses missions qui ne devraient pas avoir besoin d'être sous-traitées à quelque entreprise privée que ce soit. Moi, je voudrais réagir aux propos de Mme Obono, si elle me le permet, dans un débat constructif, parce que ce sujet
la sécurité privée. Il est important dans la proposition de loi déposée par les deux parlementaires et il est central dans l'action que mène l'État, quels que soient d'ailleurs les gouvernements. Le livre blanc d'ailleurs qui sera bientôt publié le démontrera, et qu'il vaut mieux réglementer ce que fait, je crois, la proposition de loi portée, que de laisser effectivement n'importe quoi parfois se faire. Mais sur le principe, il y a un débat. J'entends ce que dit le groupe socialiste, j'entends ce que dit Mme Obono et donc la France insoumise sur est-ce qu'on doit garder la sécurité privée dans le pays. Dire, Mme Obono, dans la même séance en commission des lois, qu'on ne doit pas donner des moyens supplémentaires à la police municipale, qu'on ne doit pas créer de police municipale à Paris, que par ailleurs, dans les débats parlementaires que nous avons eus, notamment dans le cadre du PLF, je m'en souviens très bien, qu'il ne faut pas augmenter le nombre de policiers, qu'il ne faut en tout cas pas leur donner les moyens qu'on leur donne dans les textes de loi que nous vous présentons. Et en même temps, qu'il faut que les policiers nationaux soient plus présents pour faire le travail que devaient faire les agents de sécurité privée, est légèrement contradictoire. Vous voulez donc que les policiers nationaux, puisque vous imaginez même pas qu'il y ait une police municipale à Paris, d'ailleurs vous imaginez même pas qu'il y ait une police municipale, si j'entends bien votre argumentation, la comparant quasiment à une milice municipale. J'ai entendu Madame la représentante du groupe socialiste expliquer que toute la méfiance qu'elle pouvait avoir sur des polices municipales qui avaient des moyens supplémentaires. Vous ne pouvez donc penser que ceux qui gardent des grands magasins, par exemple, doivent être des policiers nationaux. C'est ce que vous souhaitez, c'est que ce soit des policiers nationaux en armes qui fassent le travail de sécurité privée de ces grands magasins. C'est ça que ça veut dire de supprimer la sécurité privée dans le pays. Et par ailleurs, excusez-moi de vous le dire, c'est un manque de respect flagrant pour les dizaines de milliers de personnes qui y travaillent, dans des conditions où ils risquent souvent leur intégrité physique, qui sont souvent d'ailleurs les premiers à intervenir, à protéger les uns, à faire des appels aux autres, à protéger un certain nombre de personnes qui viennent dans des événements ou dans des grandes surfaces. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer la sécurité privée et surtout pas la comparer. Je pense que le député a eu raison, l'abus de langage doit être corrigé à ce qu'on pourrait appeler une police privée. Ce n'est pas du tout l'objet de la proposition de loi, ou alors franchement, on s'est tous trompés de texte sur les amendements que l'on prépare depuis tout à l'heure. Et dire quand même que la sous-traitance, ça c'est peut-être pour l'autre côté de l'hémicycle, doit être évidemment encadrée. Je pense que M. Pouillat tout à l'heure a bien défini quelles étaient les limites aujourd'hui de la sécurité privée. Ça pouvait se justifier, ça peut se justifier la sous-traitance. Mais pas, comme l'a dit M. Peu, dans un monde où on ne sait même plus à qui on a contracté, tellement il y a eu évidemment de personnes qui sont emboîtées comme une poupée gigogne. Et en 2016, lors de l'euro, il y a tellement eu de sous-traitance. Je dis d'ailleurs 2016, Mme Caramelli, c'était sous un gouvernement que vous souteniez. Il y a tellement eu de sous-traitance. L'État, pour le coup, a sous-traité aux agents de sécurité privée. Le gouvernement socialiste a sous-traité aux agents de sécurité privée. Et ils ont tellement sous-traité qu'à la fin, il y avait pour les matchs de l'Euro 2016 plus d'agences qui étaient là. C'est-à-dire qu'il a fallu au dernier moment trouver des solutions qui n'étaient pas les solutions qui avaient été évoquées dans les marchés publics, parce qu'il n'y avait pas les personnes avec qui on avait signé des contrats et qui avaient passé un autre contrat avec un autre contrat avec un autre contrat. Donc on limite, c'est le sens, me semble-t-il, de l'article, mais c'est aussi le sens de l'amendement, peut-être comme si je défendrais, Madame la Présidente, de l'amendement du gouvernement, qui prévoit en effet de renforcer les obligations de vigilance que fera l'État, dont est chargé l'État par rapport à la société privée à qui il a contracté. Cette société qui a signé le contrat avec la société devra charger elle-même de regarder si son sous-traitant rentre bien dans les cadres du co-contractant. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est une manière à la fois de promouvoir la sécurité privée, pas être dans le débat de Mme Obono ou du groupe socialiste, mais pas en même temps faire n'importe quoi, ce qui est encore le cas aujourd'hui dans certains contrats. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande d'adopter l'amendement 437. Madame Obono. Oui, monsieur le ministre, je vais reprendre chaque point, peut-être parce que vous n'avez pas dû être assez attentif au débat budgétaire et aux arguments toujours très détaillés de notre collègue Bernalicis sur les différentes caricatures que vous faites de nos positions et de mes propos. Nous sommes en faveur de la police nationale et de mieux de police nationale pour faire en sorte notamment que les agents ne soient plus occupés à 80% en fait de leur activité à autre chose que la lutte contre la délinquance, qui est aujourd'hui le cas. Nous sommes pour construire des écoles de police pour que les agents soient mieux formés. Et nous sommes effectivement pour que cette prérogative reste du domaine du régalien et que le régalien ne se désengage pas de sa responsabilité, soit sur les collectivités, soit sur le secteur privé. Concernant le secteur privé,
effectivement, c'est un article sur la sous-traitance, et j'ai commencé par dire que nous sommes contre la sous-traitance de manière générale, parce que c'est en soi un système de nivellement par le bas. Donc je parle bien de la sous-traitance et non de la sécurité privée. Par ailleurs, et d'ailleurs la rapporteure l'a confirmé, ce que nous remettons en cause, et la raison pour laquelle je crois que cette question de la sous-traitance et du secteur privé est dans cette loi, était déjà dans les discussions que nous avons eues à la commission des lois sur le sujet, c'est parce qu'il y a, je crois, et vous l'avez dit, la volonté de développer ce secteur et de lui confier des missions qui sont aujourd'hui et devraient rester du domaine de la police nationale. Je crois que la distinction est très claire. Nous sommes effectivement en désaccord avec cette stratégie politique qui est la vôtre et qui, de notre point de vue, va à l'encontre de l'intérêt général. Merci, Madame Obono. Madame la Présidente, c'est un amendement pour supprimer les alinéas 45 et 46 de l'article, parce que nous ne comprenons pas la justification de cette obligation d'avoir au moins 5 ans de titre de séjour pour les personnes étrangères qui souhaitent exercer une activité de sécurité privée. Nous l'avons dit hier, nous sommes opposés à l'ensemble du système de sous-traitance et au développement de l'activité privée, mais en tout état de cause, puisque il y a des possibilités, quand il y a des possibilités pour des personnes qui recherchent un emploi, donc notamment des personnes étrangères, d'avoir ce processus d'insertion économique. Nous ne comprenons pas pourquoi cette limite est mise. Voilà pourquoi nous proposons de la supprimer. Oui, Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement pour supprimer cet article qui prévoit la création d'une circonstance aggravante pour certaines infractions commises à l'encontre de personnes exerçant une activité de sécurité privée. On parle ici de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour la menace de commettre un crime ou un délit contre ces personnes, et 10 ans d'emprisonnement pour le fait d'user de ces menaces, ainsi que 150 000 € d'amende. Le problème que nous pointons, et c'est dans la continuité de ce que nous discutions hier soir, c'est le fait qu'on est en train d'assimiler ces agents de sécurité privée à des statuts de fonctionnaires ou d'agents du service public. Et il nous semble que la confusion qui est créée est problématique. Voilà pourquoi nous pensons que cet article n'a pas lieu d'être. Il faut s'assurer que toutes les menaces et les faits de violence ou d'incitation à la violence envers toutes les personnes, toutes les citoyens, les citoyennes et les salariés dans le cadre de leur travail soient bien entendu sanctionnés et prévenus, mais il ne nous semble pas souhaitable que cette confusion se crée entre des personnes dépositaires de l'autorité publique que sont les policiers ou les agents de la fonction publique de sécurité et le secteur privé. Oui, c'est un article de suppression parce que nous pensons que les policiers et gendarmes ne doivent pas pouvoir accéder aux images enregistrées sur leur caméra mobile qui sera ensuite transmise en temps réel au poste de commandement. Ces conditions étaient déterminées dans les conditions d'usage de ces caméras et de ces images étaient déterminées dans la loi de 2016 qui a autorisé les agents et agentes à filmer leur intervention. Mais la personne portant la caméra ne pouvait pas accéder aux images et celles-ci ne pouvaient pas être exploitées, qu'à posteriori. Il s'agissait de garanties essentielles, précision de la CNIL, dans son avis. Or, cet article propose de supprimer ces garanties essentielles selon la CNIL. Rappelons aussi que la quadrature du net souligne, et nous pensons également qu'un des buts de cette modification serait de permettre, excusez-moi, chers collègues, serait de permettre l'analyse automatisée en temps réel des images. La police est autorisée depuis 2012 à utiliser des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier une des 8 millions de photos
déjà enregistrée dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais sur n'importe quelle image dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine. Ainsi, cet article permettrait une reconnaissance faciale en temps réel, le centre de commandement pouvant informer en direct les agents et agentes de terrain sur l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de manifestation, déjà fichées de manière légitime ou non, puisque c'est aussi soumis à contestation et à critique dans un fichier qui est géré uniquement par la police et sans contrôle indépendant effectif. Nous craignons, et avec nous d'autres associations de défense des droits et libertés, notamment de manifester, mais aussi des droits à l'image et au niveau numérique contre la multiplication de ce type de fichiers, que cela puisse servir, et malheureusement l'expérience nous a montré que ça pouvait être le cas, à des gardes à vue préventifs et à des abus dans un certain nombre de procédures, ce qui constitue des atteintes aux droits et libertés inacceptables de notre point de vue. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cet article. Alors, de mon point de vue, la problématique n'est pas simplement procédurale, comme l'argue cet amendement, mais je crois que les interventions successives éclairent pour le coup le débat sur, de mon point de vue, le problème fondamental. C'est que là, en fait, on est en train de fabriquer les justifications, les bases légales pour créer une vérité étatique et gouvernementale. C'est exactement ce qui a été dit. Il s'agit pas de la vérité judiciaire, parce qu'en fait, en plus, on pourrait contester le fait qu'il existerait une vérité judiciaire. Mais c'est bien ce qui a été dit là, par les rapporteurs et appuyé par la majorité. Il s'agit de construire un discours de propagande gouvernementale. Moi, j'utilise les termes de propagande de manière tout à fait neutre et j'assume le terme de propagande. Mais c'est littéralement ce qu'explique le gouvernement. Je reprends les termes du rapporteur. On est en guerre de l'image. Je ne sais pas contre qui est la guerre, contre les médias ou contre les citoyens mais la question, c'est que qui est en situation de prendre ces images, qui est en situation, y compris, de donner sa vérité. Que les institutions et l'État diffusent ces images pour dire voilà ce qui s'est passé, c'est une chose, mais je ne crois pas qu'il est de notre responsabilité. Encore une fois, il y a un mélange de genres, de mon point de vue, entre le travail des parlementaires et celui du gouvernement et de l'État, qui veut justifier auprès du public son action, mais dont on peut aussi, nous, contester le fait et contrôler le fait que cette action n'est pas problématique, et c'est justement notre rôle de le faire. Parce que, excusez-moi, les vidéos tronquées, ce ne sont pas juste les citoyens qui les diffusent. Il y a eu de nombreux exemples, justement, par exemple, le compte de réseaux sociaux d'organisations syndicales policières qui diffusaient des images tronquées sans le contexte. Alors, qu'est-ce qui garantit que tout le contexte sera rendu par la diffusion de l'État? Il n'y a pas de vérité absolue politique, et certainement pas venant de l'État. L'État de droit, c'est la contestation, et y compris les différences de point de vue. Merci, Madame Obono. Et je voudrais juste dire un mot un petit peu à côté de nos débats sur cet amendement précis, mais pour dire que moi je crois que pour la sérénité de nos débats, c'est important, je crois, d'écarter toute forme de présomption de dévoiement du matériel par nos forces de l'ordre quand ils l'utilisent. Je pense que c'est vraiment important de le préciser, parce qu'il y a toujours cette petite musique en arrière-fond, et je crois que le but de nos forces de l'ordre, c'est pas de dévoyer le matériel et l'utilisation du matériel qui leur est confié. Je crois en effet que pour pas simplement la sérénité des débats, mais la compréhension de ce qu'on fait là. Parce que, Madame la rapporteure, ce que moi j'en comprends de ce que vous dites, c'est que le travail même de parlementaire serait de jeter la suspicion sur tous les secteurs, sur tous les cadres ou les institutions ou les individus, parce qu'on fait de la loi aussi pour encadrer et contrôler et s'assurer que
de l'abordage de la société et de l'action des individus, nous jetons la suspicion systématiquement à chaque fois que nous contrôlons ou que nous érigeons des règles pour s'assurer du bon comportement de chacun. Et je crois que c'est vraiment une fausse vision. Notre rôle n'est pas de répondre aux demandes et aux besoins de tel ou tel secteur de l'État. C'est le rôle de l'État. Notre rôle, c'est de contrôler et de s'assurer que les institutions, et c'est même le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Alors on pourrait dire que celles et ceux qui ont élaboré toute la théorie et la philosophie du droit avaient l'idée d'une nature humaine foncièrement bonne ou mauvaise, mais je pense que ce n'est plus notre débat. Le principe même de l'équilibre des pouvoirs, c'est de s'assurer justement qu'on fait en sorte que l'État fasse ce qu'il faut, parce qu'il y a dans la construction des pouvoirs des contre-pouvoirs et il y a la nécessité de contrebalancer. Et donc, si vous voulez, par nature même, notre travail doit être de suspecter l'État, de risquer de déborder les cadres de la loi. Oui, c'est la question de la philosophie politique, de l'histoire du droit et de l'idéologie du droit. Et donc non, je ne crois pas. Je vous renvoie, chers collègues, à la philosophie politique qui a érigé quand même tout le corpus en France et dans le reste du monde. Je vous remercie, Madame Obono. Et dans le reste du monde de ce qu'on fait là. Et non, je ne laisserai pas dire que quand nous sommes exigeants, nous suspectons indûment. Je vous remercie, Madame Obono. Oui, nous sommes opposés à ce que nous considérons être des outils orwelliens qui permettent une surveillance de masse et sans, par ailleurs, prouver d'une efficacité suffisante. Je rappelle que pendant le confinement, la police et la gendarmerie ont utilisé de manière démesurée des drones pour surveiller massivement la population, et ce dans un très grand nombre de communes. Des consignes ont été diffusées par haut-parleurs. Une surveillance vidéo a été mise en place pour filmer les personnes tentant de se soustraire à la police, pour repérer des contrevenants et contrevenantes et guider des agents au sol. Alors qu'il n'y a aucun cadre légal pour le faire. Le Conseil d'État a d'ailleurs infligé un revers le 18 mai dernier à la préfecture de police de Paris, après un recours de la Quadrature du Net et de la Ligue des droits de l'homme, s'appliquant à l'ensemble du territoire. Faute de base légale, l'utilisation des drones est interdite. Pourtant, la préfecture de police a continué à utiliser des drones pour surveiller des manifestations depuis, et donc en toute légalité. Et un nouveau recours au Conseil d'État a été déposé à ce sujet. Et nous pensons, avec d'autres, que cet article vise à proposer un cadre légal pour cette utilisation qui nous semble illégitime des manifestations, mais pas que, puisque l'article ne concerne pas uniquement cette forme d'expression de droit constitutionnel qui est le droit de manifester. Les situations énumérées par l'article sont, de notre point de vue, vagues et trop larges, et conduiront à un envahissement de l'espace public par des drones. Rappelons que le 12 avril dernier, le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs publié, anticipant les choses, un appel d'offres pour un montant total de 4 millions d'euros, correspondant à 650 drones, ce qui permettra de doubler la flotte. Cela nous semble être, là encore, une escalade dans le sens de la surveillance de masse et généralisée, qui est contraire à nos principes et à un État de droit. Ce sera évidemment un avis défavorable à la suppression d'un article qui est fondamental, puisqu'on touche ici à des technologies qui existent, qui se développent et que le droit ne peut pas ignorer. Je rappelle que la CNIL, comme la Cour des comptes, appelle à légiférer sur ces sujets, et il faut absolument que le législateur s'en empare. On ne peut pas balayer d'un revers de main ces sujets. Alors le cadre juridique, je le rappelle, il concerne les images aéroportées, c'est donc pas uniquement les drones. Et je voudrais attirer votre attention sur quelques usages qui sont importants, dont on a besoin pour l'utilisation de ces caméras aéroportées, notamment, et par exemple, la protection des bâtiments publics, le secours aux personnes, la sécurisation de rassemblements ou encore la surveillance des littoraux et des zones frontalières. C'est la raison pour laquelle je rends un avis défavorable à cet amendement de suppression. Je vous remercie, Madame Obono.
Je suis d'accord et nous sommes d'accord sur le fait qu'il peut y avoir une utilisation très précise et nécessaire de ces technologies. Et d'ailleurs, nous présenterons des amendements dans ce cadre-là, notamment pour ce qui concerne les questions de défense et de bâtiments dont il est nécessaire d'assurer la sécurisation. Mais quand vous faites référence à la nécessité de légiférer, qui est appelée effectivement par un certain nombre d'instances, nous pensons que l'enjeu, c'est non pas de permettre ce développement, et ce qui est induit de notre point de vue dans cet article-là, c'est un développement qui va au-delà en fait, des nécessités de sécurisation, ou alors qui amène en fait à une surveillance de masse qui nous semble être à la fois non fonctionnelle et non opérationnelle, parce que on n'arrivera jamais à surveiller tous les recoins, et je ne crois pas que ce soit le genre de société dans lequel nous voulions vivre. Et donc, de notre point de vue, oui, il faut l'encadrer, mais il faut déterminer de manière précise les usages et non les généraliser comme le fait cet article. En effet, cet article prévoit de supprimer le crédit de réduction de peine pour les individus condamnés suite à des infractions qui seraient commises contre des gendarmes, policiers, pompiers et élus. Actuellement, la suppression de ce crédit de peine ne s'applique qu'aux condamnés pour terrorisme. Nous vous interpellons pour savoir en quoi, et ce que nous ne comprenons pas dans cette mesure, c'est en quoi cette suppression de crédit pour les condamnés précités améliorerait-elle la sécurité des Français et Français, améliorerait-elle celle des policiers, gendarmes, pompiers et élus? Je voudrais vous rappeler l'avis de la défenseure des droits sur cet article 23, justement, qui pointe également comme nous le risque d'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, de nécessité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des dites peines, et de la différenciation qui est faite, y compris au sein même de la fonction publique, entre des catégories de fonctionnaires qui sont en contact avec le public, qui peuvent aussi subir, et c'est évidemment sanctionnable, des atteintes ou des remises en cause délictuelles, mais pour qui ne serait pas appliquée cette suppression de la réduction des peines. Et donc il y aurait deux catégories, ceux et celles qu'il faut soutenir, ou pour lesquels il faudrait exprimer un soutien allant jusqu'à ce que nous considérons comme des mesures de rétorsion, et donc qui ne sont pas des mesures de justice, comme une manière d'appuyer après la peine une nouvelle peine en refusant la réduction des crédits, et puis d'autres fonctionnaires qui ne mériteraient pas cette même attitude. Cela nous semble problématique à de multiples niveaux. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Bon, c'est un article important de cette loi qui n'était pas dans notre rapport dès le départ. Je le dis parce que tout à l'heure on parlait de ça, et qui se rajoute. C'est un article de politique générale sur la problématique que nous avons de violences faites aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, aux élus. Alors, je vais aller par petites touches parce qu'il y a pas mal d'amendements sur ce sujet-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit pour les gens les personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des infractions qui sont commises contre les détenteurs de l'autorité, que sont les gendarmes, les policiers, les pompiers et les élus. Il s'agit de supprimer la réduction de peine qui est contenue à l'article 721 du Code pénal. Qu'est-ce qui se passe? L'article 721 vise une réduction de peine automatique. Cette réduction de peine automatique, c'est par exemple sur 1 an de prison. Si quelqu'un est condamné à 1 an de prison, il a une réduction de peine automatique de 3 mois. L'article 721.1, qui n'est pas visé dans ce texte-là, prévoit une réduction de peine individualisée. Quelqu'un qui est condamné à 1 an de prison peut avoir une peine individualisée jusqu'à 3 autres mois. Ce qui fait que si une personne est condamnée à 1 an de prison, en cumulant la peine individualisée et la peine automatique, il peut sortir au bout de 6 mois.
cet article-là vise à faire tomber les peines automatiques de l'article 721 de cet article-là. En fait, nous avons tiré tout cela en conclusion parce que nous voulons mettre un frein. Et c'est une attitude très importante et très ferme, aux agressions de policiers, de gendarmes, de maires, de pompiers, de ceux qui se battent pour notre sécurité, nous voulons même donner de la sécurité à ceux qui assurent notre sécurité. Et nous voulons aussi, d'une certaine manière, mettre un terme à la mansuétude certaine à leur égard. Donc, pour cet amendement-là, ça sera un avis défavorable. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne méthode et dans tous les cas, ce n'est pas une méthode qui peut être légitimée parce que d'une part, il n'y a pas de mansuétude. On parle de personnes qui ont été condamnées et qui ont au moins pour partie, comme il est prévu par la loi et le droit, accompli une partie de leur peine. Donc il n'y a pas de mansuétude. Il s'agit bien de personnes qui sont condamnées. Je ne vois pas en quoi, à part en fait être dans une logique en fait de revanche, de vengeance, d'ajouter en fait à la peine une mesure de rétorsion. Qui, à mon sens, n'est pas dissuasive, puisque l'idée de la sanction, c'est justement que la sanction, elle doit dissuader. Mais le surplus, vraiment, je ne comprends pas, et je crois que c'est dans une mauvaise logique et qui n'aura pas les résultats escomptés, si ce n'est à maintenir des gens en prison qui devraient, de par la loi, de par le droit, pouvoir ne plus y être et voir leur peine réduite. Et encore une fois, je crois qu'il faut être effectivement très ferme sur toutes les atteintes aux personnes et en particulier pour les agents du service public, pour les dépositaires de l'autorité publique, mais on a les outils pour ça. Et là, je crois que c'est vraiment à la fois inutile et très problématique dans la logique qui conduit à ce type de mesure. Oui, alors cet article prévoit de sanctionner d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but soit porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme qui agit dans le cadre d'une opération de police. C'est une disposition qui s'appliquerait donc aux personnes qui diffuseraient une image permettant d'identifier un agent des services de police, de gendarmerie, dans le cadre d'une activité journalistique, par exemple, ou simplement dans le cadre du droit à l'information et à la publicité de l'action des agents publics que tous citoyens et citoyennes sont en mesure et en droit d'exiger. L'expression dans le but que soit portée atteinte à son activité physique et psychique qui est censée mettre une limite n'en met absolument pas, puisque c'est une expression qui est sujette à interprétation multiple. C'est d'ailleurs également l'avis de la défenseure des droits qui a publié une analyse très critique et considère que c'est un article qui constitue un risque d'obstacle au contrôle des forces de sécurité qui procède dans non-respect du principe de l'égalité des délits et des peines et porte atteinte aux libertés d'information et de communication. C'est assez légitimement également une disposition qui a particulièrement mobilisé le secteur des médias, des journalistes, mais aussi d'avocats, de juristes, par sa nature extrêmement attentatoire à des libertés fondamentales sur lesquelles, y compris a priori, nous sommes tous et toutes auxquels nous sommes tous et toutes attachés, qui ont été réaffirmés encore récemment à de nombreuses reprises, ces droits et libertés fondamentales, mais qui, de fait, sont aujourd'hui remis en cause par cette volonté d'invisibiliser un certain nombre d'actes et qui sont, là encore, une remise en cause d'un état de droit déjà profondément fragilisé. Je vous remercie, Madame Obono. Merci, Madame Obono, de ne pas avoir employé le terme floutage. Le floutage, depuis quelques jours, on en bouffe le matin
le midi, le soir, toute la journée. Il ne s'agit pas de floutage. Je le dis parce qu'on a des journalistes là qui nous regardent. Il ne s'agit pas du tout de floutage. Je lis et j'entends beaucoup de contre-vérités sur cet article dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il faut dissiper quelques brumes pour expliquer les raisons de ce dispositif et sa réalité. Pourquoi cet article ? Pourquoi a-t-il été nécessaire ? Parce que remontent de plus en plus souvent des affaires dans lesquelles des vidéos des forces de l'ordre sont envoyées sur Internet et dans lesquelles les commentaires contiennent des imprécations, des menaces ou des termes. Quelqu'un livre un nom et des coordonnées des fonctionnaires. Finalement, il est agressé devant son domicile quand ses enfants ne font pas les frais de la situation dans la cour d'école. On est donc dans une situation qui est très tendue vis-à-vis de nos forces de l'ordre et on doit protéger ceux qui nous protègent. On doit protéger ceux qui nous protègent. Sous l'uniforme, il y a des hommes. Leurs actes sont justiciables devant les tribunaux s'ils font des actes qui sont des actes illégaux et par voie disciplinaire aussi, selon les moyens de droit. Mais certains sont plus prompts à privilégier de l'action directe et à s'affranchir de la légalité contre nos policiers et nos gendarmes. Ce sont ces cabales que nous souhaitons parvenir à arrêter. Venons-en au dispositif lui-même. Nous voulons que les agents ne soient plus identifiables du grand public. Nous voulons qu'ils le soient toujours par les voies légales. C'est la raison pour laquelle nous préciserons dans cet article, c'est parce que ça n'y est pas à l'heure actuelle, par amendement, que le RIO, vous savez, c'est le numéro d'immatriculation, fait exception à l'obligation de ne pas identifier, d'identification. Justement pour pouvoir mettre en jeu les responsabilités. Donc nous allons modifier l'article, je le répète, pour faire apparaître le RIO. J'ai lu que tout film et toute diffusion seraient interdites. C'est faux. C'est archi faux. Les journalistes pourront travailler comme ils le font aujourd'hui. Rien ne changera. Le droit à l'information est fondamental. Nous y tenons. Vous l'avez dit, cher collègue Molac, nous tenons à ce droit à l'information. Nous en sommes même les garants. Donc nous y tenons, il est fondamental. Mais il y a une différence entre diffuser au grand public à la télévision et diffuser sur une boucle de 15 personnes du voisinage avec des gens qui vont se servir de ça pour agresser les forces de l'ordre. J'ai lu que la visite n'aurait plus accès aux bandes sans floutage. C'est évidemment faux. C'est textuellement écrit au dernier alinéa de l'article 24. Le dispositif que nous présentons se veut une limite nécessaire, adaptée et proportionnée aux principes de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle nous tenons, et qui admet d'ailleurs déjà la sanction de la provocation directe à commettre un délit. Nous instituons simplement une règle particulière explicite à côté de cette infraction générale. Nous pensons de ce fait qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté et nous sommes donc défavorables à cet amendement 179. Alors, je voulais d'abord rappeler que l'enjeu et la dimension du droit à l'information ne concerne pas juste la presse et les médias. C'est un droit fondamental pour tout citoyen et citoyenne. Il s'agit de marquer l'importance du caractère public de l'action des agents du service public, notamment des forces de sécurité. C'est ça qui permet son contrôle démocratique par la presse, mais aussi par les autorités qui sont chargées de ce contrôle. Donc il ne s'agit pas simplement d'un problème relatif aux médias, à la presse. Ce qu'induit votre article en vérité, effectivement, il n'y a pas écrit le floutage, mais le fait de diffuser, encore une fois, c'est tout à fait légal, nécessaire et défendu et garanti par tous nos droits fondamentaux. Donc non, monsieur le rapporteur, la diffusion publique qui permet d'identifier des agents de l'État, policiers ou autres, est permise par la loi. La diffusion des informations privées, ce à quoi vous faisiez référence, qui est tout à fait répréhensible et qui doit être sanctionné sur des boucles sur les réseaux sociaux, des informations à caractère privé, bien sûr, mais on a les armes pour sanctionner cela. Donc ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Là, ce que vous mettez en cause, c'est le fait que si la menace de sanction va amener à la nécessité de flouter, si on diffuse des informations qui identifient des forces de l'ordre,
les personnes risquent ce type de sanctions. Et c'est ça qui induit, et c'est le problème qui induit. Et sur le Rio, je pense qu'il y a eu suffisamment au cours des derniers mois, justement, des signalements nombreux sur le fait que bien trop d'agents ne rendaient pas visible leur Rio. Et c'est attesté d'ailleurs par des vidéos, justement, où vous avez des agents qui refusent de donner leur Rio. Donc, c'est ça qui est un problème fondamental. Et encore une fois, juste pour finir, on a quand même un texte qui développe et généralise de manière massive les outils de surveillance et de télésurveillance de vidéos d'enregistrement des citoyens. Et les seuls moments où ce sont les citoyens et des instances de contrôle qui pourraient contrebalancer ce pouvoir de l'État, vous leur refusez. Et c'est ça qui est problématique. Je vous remercie, Madame. Merci. Nous souhaitons la suppression de cet article qui prévoit qu'un policier et un gendarme ou une policière et un gendarme puisse porter son arme hors des heures de service dans des conditions qui seraient définies par arrêté. Nous ne comprenons pas à quoi répond cette disposition, si ce n'est à l'idée qu'en toutes circonstances, ces agents doivent pouvoir réagir en cas de danger imminent, en cas d'infraction constatée. Mais il nous semble que précisément, s'il y a un temps hors service et en service, c'est que de fait, il y a des temps qui doivent être distincts. Et dans tous les cas, ce sont des agents de service public qui, de fait, en toutes circonstances, interviennent ou interviendront sans avoir besoin de cet article. Par contre, ce que ça induit, il nous semble, y compris, et cela a été dit, pour la propre sécurité des agents, parce que il y a des circonstances hors service dans la vie privée, et c'est bien normal, qui signifie qu'on n'est pas en état soi-même de pouvoir maîtriser ses armes, etc. Et tout cela risque par extension, comme on l'a vu sur ce texte, de favoriser le port d'armes pour des agents du service public, puis pour ceux qui sont assermentés, puis pour ceux qui sont comme les agents dans des situations où ils doivent pouvoir intervenir. Et c'est une généralisation d'un port d'armes qui nous semble extrêmement problématique et encore une fois qui peut mettre en danger à la fois les citoyens et les personnes à proximité et puis les agents et agentes elles-mêmes. Bien. Mes chers collègues, cet article est un article particulier et je vais essayer d'être le plus de traiter ça avec le plus de pédagogie possible, si c'est possible. D'abord, il faut que vous sachiez que depuis 2015 et les attentats, les policiers et les gendarmes ont été autorisés à avoir leur arme hors service sous certaines conditions. Et la plupart des policiers ont leur arme en ce moment hors service sous certaines conditions. Policiers et gendarmes. Hein. Ces conditions, elles sont fixées par les deux directions générales. Et c'est des conditions d'abord d'entraînement, les entraînements que les policiers et gendarmes doivent avoir régulièrement. C'est le fait d'avoir aussi sur eux, en plus de leur arme, les insignes qui les différencient de la population, c'est-à-dire leur carte de réquisition, on appelle carte de réquisition la carte professionnelle, et tant que faire se peut, un brassard. Brassard, et bien évidemment, qui ne porte pas dans la rue, hein, porte si jamais il y a une intervention à faire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ces policiers-là et ces gendarmes-là sont autorisés à être dans la rue et vous croisez sans doute des policiers et des gendarmes en civil qui sont armés. Bon, c'est une expérience que j'ai vécue moi aussi. Ces policiers-là aujourd'hui ne peuvent pas effectivement rentrer dans un établissement recevant du public,
c'est-à-dire une salle de spectacle, c'est-à-dire un terrain un stade de foot, de rugby, etc., sans qu'il y ait l'autorisation de la personne qui s'occupe de la sécurité. On peut leur interdire l'entrée. Vous savez aussi qu'ils peuvent, par exemple, être interdits d'entrer dans un grand centre commercial par des vigiles qui vont s'opposer à leur entrée. Et voilà. Donc, on est pour l'instant, on est dans cette configuration-là. Alors, pourquoi demander à ce que cette situation-là, qui est une situation qui existe depuis 2015, soit étendue aux établissements recevant le public? D'abord, effectivement, je voudrais vous répondre, Monsieur Molac, chers collègues, il y a dans le plan anti-suicide de la police et de la gendarmerie, il y avait la nécessité de laisser l'arme au râtelier quand le service était terminé. Sauf que les attentats sont passés par là et une forte demande, policiers et gendarmes, et donc on en est arrivé à cette situation précise que je suis en train de vous décrire. Alors, on est, vous le savez, donc, puisque je viens de vous le dire, en présence uniquement d'une population, policiers et gendarmes d'actifs, qui s'entraînent régulièrement. Donc on n'est pas sur l'ouverture à l'armement de toute une partie de population, comme certains peuvent le craindre, de gardes privés armés, de polices municipaux. C'est pas ça dont il s'agit, ou d'autres personnes de la réserve gendarmerie, par exemple, ou de la réserve police. Non, on est dans le cadre de policiers d'active et de gendarmes d'active qui sont hors service. Il faut que vous sachiez aussi que, à partir du moment où le policier ou le gendarme intervient, et qu'il n'est pas en activité, mais qu'il intervient sur la voie publique face à un délit, il devient de facto, il devient policier en service ou gendarme en service. Et à ce titre-là, il a la protection d'un policier ou d'un gendarme en service. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ces garde-fous-là existent. Après vous avoir dit qui, je vais vous dire le comment. Comment c'est ce policier et ce gendarme ne sont pas aujourd'hui habilités à rentrer dans les établissements recevant du public, par exemple les théâtres, par exemple les stades, je vous l'ai dit. Je vous dis les stades parce que ça m'est arrivé à moi. Et la problématique, c'est que l'idée, c'est d'avoir ces gens qui sont entraînés pour pouvoir être présents en particulier, et c'est quelque chose qui a manqué dans vos argumentaires, je suis désolé de vous le dire, on n'a pas parlé des victimes des attentats, pour faire cesser, dans la mesure du possible, un attentat majeur qui se passerait face à eux. Je vous vois bouger de la tête, mais... Pardon ? Les policiers, les gendarmes sont 24 heures sur 24 en service. Et si... Alors justement, on va prendre l'exemple du Bataclan, puisque vous m'en parlez. Au Bataclan, vous aviez à minima 3 policiers. Un couple de commissaires de police, qui s'était connu à l'école des commissaires de police, et un autre policier. Un des commissaires de police a été percuté par une balle de Kalachnikov, il est maintenant handicapé. Les 2 autres policiers, alors le troisième, je ne sais pas ce qu'il est advenu, mais le deuxième, c'était sa femme, elle a été donc assez traumatisée. Si ces gens avaient eu leurs armes, ils seraient intervenus. Si ces gens avaient eu leurs armes, ils seraient intervenus et auraient pu mettre fin à cette agression-là. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficiaient de la surprise, le fait qu'on ne sache pas que ce soit des policiers, ils auraient pu s'approcher, et on peut espérer qu'ils auraient au moins bouleversé cette soirée qui nous a fait presque 100 morts. Et ils auraient pu, en intervenant, éviter que 10 personnes ne perdent la vie, 20, 30, 40, 50, 60 personnes ne perdent la vie, 70, 80, il y en a eu 95, je crois. Faire cesser ce massacre,
et éviter que 10 familles, 20, 30, 40, 50, 60 familles, et avec leur entourage immédiat et leur entourage plus loin, c'est-à-dire 3 000, 4 000 personnes ne sont endeuillées par ce. C'est uniquement ce type d'intervention-là que réclament depuis longtemps ces policiers et ces gendarmes. On est sur la base du volontariat. Celui qui ne veut pas prendre son arme hors service ne la prendra pas. Il n'est pas forcé. Mais celui qui la prend doit pouvoir donner à son administration les gages qu'il a suivi ses entraînements et qu'il est apte à intervenir quand il doit intervenir parce qu'un policier et parce qu'un gendarme, et c'est pas un vain mot, est au service de la nation 24 heures sur 24. Voilà ce que je voulais vous dire là, sans tomber dans l'émotion extrême. On parle des conservations des armes. La conservation des armes, elle est réglementée par la Direction générale de la gendarmerie nationale, la Direction générale de la police nationale, au service, hors service, au domicile. Il y a des règles particulières à suivre dans ce domaine-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est en train de faire la loi aujourd'hui. J'ai entendu, on va tomber dans une banalisation. Si aujourd'hui on accepte ça, demain on va accepter telle ou telle personne armée, etc. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a des policiers, des gendarmes armés sur la voie publique. Juste, on leur permet de rentrer dans les établissements recevant du public et on ne peut pas s'y opposer parce que c'est important d'intervenir là-dessus. Oui, je pense que le problème dans cette argumentation, je ne remets pas en cause l'intention et l'objectif. Je pense que et que c'est naturel et légitime que les agents veuillent être en situation de le faire. Mais d'abord, je pense que même si ce n'est pas obligatoire, de fait, ça va mettre une pression supplémentaire et l'agent qui ne le fera pas sera en fait dans une situation de contrainte et de pression psychologique auto-induite, je trouve, qui ne va pas du tout. Et par ailleurs, en fait, là, en fait, vous confirmez l'idée que, de fait, il n'y a plus de différence entre le en service et hors service. Et là aussi, je pense que ça ne va pas, parce que même si on dit, et c'est déjà le cas, que ces agents sont dans certaines situations en position de pouvoir intervenir et doivent le faire de fait, de par la loi, ils doivent intervenir, sinon c'est non-assistance, etc. Donc c'est déjà le cas, mais c'est encadré. Et là, en fait, le problème, c'est que ça généralise. Et la logique même de votre texte vise à généraliser un certain nombre des prérogatives des agents à d'autres secteurs qui peuvent se retrouver dans des mêmes situations. On avait cette discussion-là sur les agents de sécurité qui pourraient se retrouver dans une situation d'attentat, etc., à devoir intervenir et serait légitime à demander à avoir les moyens de le faire à un certain moment. Et donc, je pense vraiment que là, on rentre dans une logique qui est interminable. Et par ailleurs, moi, ce que j'aimerais peut-être d'ici la séance, on ait comme élément, c'est quelle est l'évaluation qui est faite des autorisations qui ont été données et des possibilités qui existent aujourd'hui, parce que c'est aussi sur la base de ça qu'on peut avoir un avis éclairé, de savoir est-ce que ça a permis à ces agents-là d'intervenir plus, est-ce qu'il y a une résolution des infractions, une prévention des infractions significatives qui est notée par le fait que les agents ont leur arme ou pas, parce que sinon, en fait, on légifère un peu sur une volonté légitime et un objectif, mais je pense que ce n'est pas suffisant étant donné les risques que cela implique et la logique aussi générale d'avoir une société où 24 heures sur 24, les agents sont mis en situation de devoir ne jamais déconnecter et intervenir, et où ça augmente mécaniquement la circulation et la présence en public ou dans les lieux publics d'armes. Et moi, je pense que c'est problématique. Je vous remercie. Il s'agit d'une demande de rapport pour faire le bilan de la mission Sentinelle, au titre de laquelle sont déployés des militaires sur le territoire national qui, de notre point de vue, et ça fait aussi partie, je crois, des débats qu'il peut y avoir au sein même de l'armée et des différentes
et des différents commandements sur la cohérence en fait du déploiement de ces unités et parfois en fait les retours négatifs qu'il peut y avoir sur l'épuisement des militaires, sur la perte du sens aussi de leur mission. Ça a été des remarques qui ont pu être faites lors de débats publics ou dans des articles de presse qui évoquaient ce bilan. Et donc, il nous semble important de l'avoir. Et nous voulions aussi rappeler, parce que nous semble qu'il y a par trop des fois une confusion et un amalgame entre les différentes missions, entre la sécurité intérieure, qui doit être du ressort de la police, et entre la défense du territoire national, qui est celle de l'armée. Et nous pensons qu'un rapport de ce point de vue-là permettrait peut-être de redessiner des lignes plus claires entre ces différentes missions.